Elle pensait que la voiture n'était que du métal. Elle pensait qu'on pouvait broyer de la tôle, briser des vitres et tordre un châssis pour fabriquer un mensonge sans que cela n'ait de conséquences. Elle ne savait pas que le métal a une mémoire. Elle a oublié que dans ce monde moderne, le silence n'existe plus. Tout est enregistré, tracé, daté. Elle a sacrifié ma voiture pour sauver son secret, mais elle n'avait pas prévu que l'épave elle-même allait devenir le témoin principal de son procès. Et ce témoignage allait lui coûter bien plus que de l'argent. Tout a commencé un mardi après-midi. Un mardi banal, gris, pluvieux. J'étais à mon bureau, plongé dans des tableaux Excel, l'esprit accaparé par des marges bénéficiaires et des prévisions trimestrielles. Le genre de journée où le temps semble s'étirer, où le silence du bureau n'était brisé que par le cliquetis des claviers et le ronronnement de la machine à café. C'est là que mon téléphone a sonné. Ce n'était pas une sonnerie normale. Vous savez, quand on regarde un écran et qu'on voit le visage de sa femme s'afficher, on s'attend à une question logistique. Tu rentres à quelle heure? Il faut acheter du pain. Ou peut-être juste un mot doux. Mais là, j'ai senti quelque chose d'immédiat. Une vibration différente, presque une urgence dans la manière dont le téléphone vibrait sur le bois du bureau. J'ai décroché. Chloé, sa voix n'était qu'un souffle, brisé par des sanglots hystériques. Un son aigu, terrifiant, qui vous glace le sang instantanément. Chérie, oh mon Dieu, chérie, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mon cœur a cessé de battre une seconde. J'ai senti cette décharge d'adrénaline, froide et brutale, envahir mes veines. Je me suis levé d'un bond, renversant presque ma chaise. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Est-ce que tu vas bien? Elle pleurait tellement fort qu'elle avait du mal à articuler. La voiture, j'ai détruit la voiture. Je suis rentré dans un poteau, j'ai perdu le contrôle. Tout est fichu. C'est un désastre. La voiture, mon Audi RS7, Noir Panthère, mon rêve de gosse, une machine que j'avais mis 5 ans à me payer, fruit de nuits blanches et de sacrifices. Mais à cet instant précis, croyez-moi ou non, je m'en fichais éperdument. On s'en fout de la voiture, Chloé. Est-ce que toi, tu vas bien? Est-ce que tu es blessé? Dis-moi si tu saignes. Non, je crois que ça va. L'airbag m'a frappé, j'ai mal à la poitrine, mais je vais bien. Mais la voiture, elle est morte. Je suis tellement désolé, je sais à quel point tu l'aimais. J'ai poussé un soupir de soulagement si profond que j'en ai eu la tête qui tourne. Elle était vivante, c'était tout ce qui comptait. Je suis un homme pragmatique, logique. Le métal se remplace, les gens, non. Calme-toi, lui dis-je d'une voix douce, essayant de maîtriser mes propres tremblements. Respire. Où es-tu? Je suis sur la route départementale, près de la sortie 14. Je revenais de chez ma mère, il pleuvait, la route était glissante et un chien a traversé. J'ai donné un coup de volant et... J'arrive, ai-je coupé. Ne bouge pas. Appelle la police pour le constat, mais ne t'inquiète de rien. Je m'occupe de tout. J'arrive. J'ai quitté le bureau en courant, laissant mes dossiers en plan. Dans ma tête, il n'y avait que l'image de ma femme, seule sous la pluie, choquée au bord de la route. Je me répétais son histoire. Elle revenait de chez sa mère, c'était logique. Sa mère habitait à 30 km de là, elle y allait souvent le mardi pour le déjeuner. Tout se tenait. Pourquoi aurais-je douté? Nous étions mariés depuis 6 ans. Notre relation était solide, pas parfaite, mais solide. La confiance était notre ciment. Quand je suis arrivé sur les lieux, c'était le chaos. Les gyrophares bleus de la police découpaient la grisaille de la pluie. Et là, au milieu du fossé, gisait mon Audi, ou ce qu'il en restait. L'avant était pulvérisé, le capot plié en accordéon, le pare-brise étoilé, une roue arrachée. C'était une vision de violence pure. J'ai vu Chloé assise à l'arrière d'une ambulance, une couverture de survie sur les épaules. Elle tremblait. Je me suis précipité vers elle, je l'ai prise dans mes bras, elle sentait la pluie et la peur. « Chut, c'est fini !» ai-je murmuré en lui caressant les cheveux. « C'est fini, ce n'est que de la tôle. » Elle s'est accrochée à moi comme une noyée. Je revenais juste de chez maman, je te jure, je ne roulais pas vite. C'est ce chien. Je te crois, ne t'en fais pas. L'assurance va gérer ça. Je l'ai ramenée à la maison. J'ai passé la soirée à m'occuper d'elle, lui faisant du thé, veillant sur elle. Elle était dévastée, disait-elle. Elle culpabilisait tellement pour la voiture. Je lui ai dit 100 fois que je l'aimais plus que n'importe quel moteur V8. Et je le pensais. Le lendemain matin, la logique a commencé à reprendre ses droits. L'émotion retombait. Il fallait gérer l'administratif.
Je devais aller au garage où l'épave avait été remorquée pour récupérer nos affaires personnelles avant que l'expert de l'assurance ne passe. Le garage était un endroit froid, sentant l'huile et la poussière. Le garagiste m'a pointé l'épave du doigt sans un mot. Voir ma voiture ainsi, à la lumière crue du jour, m'a fait un pincement au cœur. C'était une perte financière énorme, certes, mais c'était surtout un objet que j'avais chéri. J'ai ouvert la portière conducteur, ça grinçait. L'intérieur sentait la poudre d'airbag brûlée, une odeur âcre qui reste dans la gorge. J'ai commencé à vider la boîte à gants, papier, stylo, chargeur. J'ai regardé sous les sièges. C'est là, en me penchant pour vérifier sous le siège passager, que mon regard s'est figé. Il y avait quelque chose coincé entre le rail du siège et la console centrale. Un petit morceau de papier, cartonné, froissé, à moitié déchiré par l'impact, mais encore lisible. Je l'ai tiré doucement. C'était un ticket de voiturier. Pas n'importe quel ticket. Un ticket portant le logo doré du Royal Pearl, un hôtel-boutique très exclusif, situé de l'autre côté de la ville. J'ai froncé les sourcils. Mon cerveau, habitué à analyser des données, a tenté de traiter l'information. Le Royal Pearl, nous n'y étions pas allés depuis notre anniversaire, il y a 2 ans. J'ai regardé la date imprimée sur le ticket. La date était celle d'hier, l'heure d'entrée, 13h30. L'heure de sortie, 17h15. L'accident a eu lieu à 17h45. Un froid glacial m'a traversé, bien plus violent que la pluie de la veille. Chloé m'avait dit qu'elle était chez sa mère de 14h à 17h. Sa mère habite au nord de la ville. Le Royal Pearl est au sud. Géographiquement, c'était impossible. Elle ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois. J'ai relu le ticket. Peut-être une erreur? Peut-être un vieux ticket qui traînait? Non, la date était formelle. 20 novembre. Hier. J'ai levé les yeux vers le tableau de bord détruit. Pourquoi ma femme, qui prétendait déjeuner avec sa mère, aurait-elle passé près de 4 heures dans un hôtel de luxe à l'opposé de la ville, juste avant l'accident? Et surtout, pourquoi le siège passager était-il reculé? Chloé est petite. Quand elle conduit, le siège passager est généralement avancé ou au niveau du sien. Là, il était reculé au maximum. Comme si quelqu'un de grand, quelqu'un avec de longues jambes, y avait été assis confortablement. J'ai serré le ticket dans ma main jusqu'à ce que mes jointures éblanchissent. L'accident n'était pas juste un accident. Et l'histoire du chien commençait à ressembler à un conte pour enfants. Je suis sorti de l'épave. Le garagiste m'a demandé si j'avais tout récupéré. J'ai mis le ticket dans ma poche intérieure, près de mon cœur qui battait soudainement un rythme lourd et dangereux. « Oui !» ai-je répondu d'une voix qui ne semblait plus être la mienne. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je ne savais pas encore qui était assis sur ce siège passager. Je ne savais pas encore l'ampleur du mensonge. Mais à cet instant précis, au milieu des carcasses de voitures, l'homme taboufé, aimant et inquiet de la veille est mort, et l'enquêteur est né. Je suis retourné au bureau, mais je n'étais plus le même homme. Le ticket de voiturier brûlait ma poche comme un charbon ardent. J'étais assis devant mes 3 écrans, le regard vide, fixant un curseur qui clignotait rythmiquement, comme un compte à rebours. J'attendais. Je ne savais pas exactement quoi, mais j'attendais la confirmation que mon monde était bel et bien en train de s'effondrer. Je voulais croire à une erreur, à un malentendu cosmique, mais la logique, cette satanée logique qui a toujours guidé ma vie, me hurlait que les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas par hasard. Vers 14h, mon téléphone a sonné. Numéro masqué, j'ai su immédiatement. C'était le jugement. J'ai décroché, ma voix parfaitement neutre, un masque de calme posé sur une tempête intérieure. « Allô, monsieur Valmont ? Ici monsieur Garnier, du service d'expertise des sinistres majeurs de votre assurance. Avez-vous un instant ?» Le ton était différent de celui des agents habituels. Pas d'empathie commerciale, pas de formule de toute faite. C'était une voix chirurgicale, sèche, métallique. La voix d'un homme qui passe ses journées à traquer la fraude, à analyser des données, pas à consoler des assurés. « Je vous écoute, monsieur Garnier. »« Bien, j'ai reçu le rapport préliminaire sur votre véhicule, l'Audi RS7. Nous avons récupéré les données du boîtier télématique ainsi que le journal du GPS embarqué. C'est une procédure standard pour les véhicules de cette catégorie, surtout en cas de perte totale. » Il a marqué une pause, un silence lourd, épais, où j'entendais presque le bruit des feuilles qu'il tournait à l'autre bout du fil. Il y a, une incohérence majeure entre la déclaration de votre épouse et les données techniques extraites du véhicule. Mon cœur a cogné contre mes côtes, un coup violent, unique,
Une incohérence? De quel ordre? Votre épouse a déclaré sur le constat amiable qu'elle circulait sur la départementale D908, venant du domicile de sa mère situé au nord, vers votre domicile, et que l'accident a eu lieu suite à un évitement d'animal à 17h45. Est-ce exact? C'est ce qu'elle m'a dit. Monsieur Valmont, les données sont formelles. Le véhicule n'a jamais été au nord de la ville ce jour-là. La phrase est tombée comme une guillotine. Pardon? Le GPS et le tracker d'assurance indiquent que le véhicule a été stationné, moteur éteint, de 13h jusqu'au 12 à 17h20 à une adresse tout à fait différente. Il a cité l'adresse, c'était celle du Royal Pearl, l'hôtel du ticket. À 17h20, le moteur a redémarré. La conduite enregistrée ensuite montre une accélération brutale, un comportement erratique, bien au-delà des limitations de vitesse. L'accident a eu lieu à 17h45, à seulement 10 km de cet hôtel, dans une direction qui ne correspond absolument pas à un retour de chez sa mère. Je fermais les yeux. La réalité technique venait de confirmer le papier froissé dans ma poche. Ce n'était plus un soupçon. C'était une donnée, un fait, 0 et 1. Monsieur Garnier, ai-je demandé, la gorge sèche, qu'est-ce que cela signifie pour le dossier? La voix de l'expert est devenue encore plus froide. Cela signifie, monsieur, qu'il y a une fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre. Nous suspectons que l'accident n'est pas dû à un évitement d'animal, mais à une perte de contrôle due à une vitesse excessive ou à un état de distraction sur un trajet non déclaré. Pour l'instant, je gèle le dossier. Il n'y aura pas de remboursement tant que cette incohérence ne sera pas éclaircie. Je vous conseille de discuter avec madame. Il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité du vide. Elle avait menti. Elle n'avait pas juste menti pour un petit détail. Elle avait construit une réalité alternative complète. Elle n'était pas chez sa mère. Elle était à l'hôtel. Pendant 4 heures, et elle était partie en trombe. Pourquoi? Une dispute? Un retard? La panique de rentrer avant moi? C'est là que la colère a laissé place à l'instinct de chasseur. J'avais le où et le quand. Il me manquait le qui. Le siège passager reculé. Ce n'était pas une copine. On ne recule pas le siège à fond pour une amie d'1,60 m. C'était un homme grand. Je me suis tourné vers mon ordinateur. J'ai des compétences en informatique, je gère des bases de données pour vivre. L'information, c'est mon métier. Si elle était à l'hôtel avec quelqu'un, il y a des traces. Toujours. J'ai ouvert un onglet de navigation privée. J'ai connecté mon téléphone à notre compte cloud partagé. Nous avions activé le partage familial pour les applications et les localisations, mais elle le désactivait souvent par erreur. Ce jour-là, il était désactivé, bien sûr. Mais il y a une chose qu'elle oublie toujours. La facture téléphonique détaillée. Je suis le titulaire de la ligne, j'ai accès à tout. Mes mains tremblaient tant et légèrement sur le clavier. Non pas de peur, mais d'une rage contenue qui cherchait une cible. J'ai téléchargé le relevé des communications des dernières 24 heures et c'est au format CSV. J'ai ouvert le fichier dans Excel, j'ai filtré par date, hier 20 novembre. J'ai regardé les appels et les SMS échangés entre 12h et 18h. Il y avait un vide sidéral pendant les 4 heures à l'hôtel. Silence radio. Logique, ils étaient occupés. Mais juste avant, à 12h45, un appel sortant, 2 minutes. Et juste après l'accident, à 17h50, avant même qu'elle ne m'appelle moi, un appel sortant, 45 secondes. Elle avait appelé quelqu'un avant d'appeler la police. Avant de m'appeler, moi, son mari. J'ai regardé le numéro. Il ne m'était pas inconnu, mais je ne le remettais pas tout de suite. Ce n'était pas un nom enregistré dans mes contacts directs, mais la séquence de chiffres me disait quelque chose. C'était une mémoire visuelle. J'ai copié le numéro. Je l'ai collé dans la barre de recherche de mes contacts Google, ceux qui sont synchronisés avec tout mon historique professionnel. Un nom est apparu. Le monde a cessé de tourner. L'air a été aspiré de la pièce. Julien, mobile perso, Julien, mon associé, mon ami depuis la fac, le parrain de notre mariage, l'homme avec qui je déjeunais 3 fois par semaine, celui qui était venu dîner à la maison samedi dernier, qui m'avait tapé dans le dos en me félicitant pour mon dernier contrat, tout en souriant à ma femme de l'autre côté de la table. Une nausée violente m'a pris aux tripes. J'ai dû m'agripper au bureau pour ne pas vomir. L'image du siège passager reculé m'est revenue. Julien mesure 1,90 m.
C'est un géant, c'est lui, c'est forcément lui. J'ai revu les scènes des derniers temps mois, les regards échangés que je prenais pour de la complicité amicale. Les réunions tardives de Julien, les après-midi chez maman de Chloé. Il me prenait pour un idiot. Il baisait dans des hôtels de luxe pendant que je travaillais pour payer la voiture dans laquelle il se déplaçait. Elle a détruit ma voiture alors qu'elle sortait du lit avec mon meilleur ami. Et elle a eu le culot de m'appeler en pleurant pour que je la console. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Il pleuvait encore. La ville était grise, sale, mais bizarrement, je ne tremblais plus. La nausée avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de dur, de froid, de tranchant, comme du verre brisé. La tristesse est pour les victimes. Je n'étais plus une victime. J'avais les données, j'avais les faits. J'ai regardé mon reflet dans la vitre, je ne voyais plus le mari aimant. Je voyais un juge, et la sentence allait tomber. Elle croit que c'est fini, que l'assurance va payer et qu'on va oublier. Non. Je vais transformer ce mensonge en une prison dont elle ne sortira jamais. Je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé à imprimer le rapport GPS, la facture téléphonique, la photo du profil WhatsApp de Julien, le relevé bancaire que j'ai trouvé en creusant un peu plus, montrant des débits suspects dans des restaurants près du bureau de Julien. J'ai tout mis dans une chemise cartonnée rouge. Ce soir, Chloé rentre de convalescence. Elle s'attend à des fleurs, à des câlins, à un mari qui s'occupe de tout. Elle aura un mari qui s'occupe de tout, mais pas comme elle l'imagine. Le piège est prêt. Le bruit de la clé dans la serrure a retenti comme un coup de pistolet dans le silence de l'appartement. Il était 19h. J'étais assis dans le salon, le dossier rouge posé sur la table basse, mais dès que j'ai entendu le déclic, je l'ai glissé sous une pile de magazines de décoration. Pas tout de suite. Le gibier doit d'abord entrer dans la clairière avant qu'on ne relâche le piège. Chloé est entrée. Elle jouait son rôle à la perfection. Elle marchait lentement, en boitant légèrement, une boiterie que je n'avais pas remarquée à l'hôpital la veille. Elle portait un gros pull en laine, trop grand pour elle, les manches tirées sur ses mains, pour accentuer son côté petite chose fragile. Son visage était pâle, sans maquillage, ses yeux rougis. Si je n'avais pas eu le ticket du Royal Pearl et le relevé téléphonique de Julien gravé dans ma rétine, j'aurais couru vers elle. J'aurais eu le cœur brisé. Mais là, tout ce que je voyais, c'était une actrice en pleine représentation. Une performance digne d'un Oscar. « Chérie » a-t-elle appelé d'une voix faible. Je me suis levé, j'ai composé mon visage, j'ai affiché ce masque de mari protecteur que j'avais porté pendant 6 ans. C'était terrifiant de facilité. Je me dégoûtais moi-même, mais c'était nécessaire. « Je suis là » ai-je dit en allant vers elle. Elle s'est effondrée contre moi, j'ai senti son corps contre le mien. Cette odeur, son parfum habituel mêlé à une odeur de savon d'hôtel. Ce petit savon générique qu'on utilise quand on prend une douche rapide pour effacer les traces d'un autre homme avant de rentrer chez soi. La nausée est revenue, violente, acide. J'ai dû me forcer à ne pas la repousser brutalement. J'ai caressé ses cheveux. « C'était horrible !» a-t-elle chuchoté contre mon torse. Je n'arrête pas de revoir l'accident, le bruit, le choc. J'ai tellement peur. C'est fini, ai-je menti. Tu es à la maison. Tu es en sécurité. Elle a levé la tête vers moi, ses grands yeux humides cherchant mon approbation. Et pour l'assurance? Tu as eu des nouvelles? J'ai tellement peur qu'ils nous posent des problèmes. Tu sais vos fautes avec la pluie, et je ne sais plus exactement à quelle vitesse je roulais. J'ai senti son anxiété. Ce n'était pas la peur de l'accident, c'était la peur d'être découverte. Elle testait le terrain, elle voulait savoir si son mensonge tenait la route. J'ai souri, un sourire calme, rassurant. Le sourire du bourreau qui ajuste la corde. Ne t'inquiète pas pour ça, Chloé. J'ai eu l'expert au téléphone tout à l'heure. Elle s'est figée imperceptiblement. Ses muscles se sont tendus sous mes mains. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était une procédure standard. Ils ont récupéré l'épave. Ils vont analyser les données, mais c'est une formalité. Je lui ai confirmé ta version. J'ai dit que tu venais de chez ta mère. Tout est sous contrôle. J'ai senti ses épaules se relâcher. Elle a expiré longuement. Elle a cru que c'était passé. Elle a cru que son mari idiot avait tout gobé et avait nettoyé son désordre. Oh, merci. Merci, mon amour. Tu es incroyable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu vas bientôt le savoir, ai-je pensé. Va t'asseoir, lui ai-je dit. Je t'ai préparé le dîner. On va manger tranquillement. On a besoin de se détendre. Je l'ai installée sur le canapé. Elle a allumé la télé pour mettre un bruit de fond.
Je suis allé dans la cuisine ouverte. De là, je pouvais l'observer de dos. Je la voyais sortir son téléphone. Elle tapait frénétiquement. À qui écrivait-elle? À Julien, probablement. C'est bon. Il ne se doute de rien. L'assurance marche. On a eu chaud. Je coupais des légumes avec un couteau de chef bien aiguisé. Le bruit de la lame sur la planche à découper était rythmique, hypnotique. Tac, tac, tac. Je pensais à Julien, mon ami. Je me souvenais de la fois où il m'avait emprunté de l'argent pour lancer sa boîte. Je me souvenais des vacances qu'on avait passées tous les trois l'été dernier. Je me souvenais de ses mains qui avaient autrefois touché ma femme, qui avaient ensuite touché mon volant, qui avaient autrefois laissé des empreintes invisibles sur toute ma vie. La trahison n'était pas un coup de poignard dans le dos, c'est un poison qu'on vous fait boire goutte à goutte avec le sourire. Et j'avais bu la coupe jusqu'à la lie. Mais maintenant, c'était à mon tour de servir le vin. J'ai préparé la table. J'ai sorti une bonne bouteille. Du vin, ai-je proposé? Je ne devrais peut-être pas avec les médicaments, mais allez, juste un verre, pour oublier. Oui, ai-je répondu en versant le liquide rouge sombre dans son verre, pour oublier. Je me suis assis en face d'elle. Le dossier rouge était toujours sous les magazines, à portée de main. Le dîner a commencé. Elle parlait, plus détendue maintenant. Elle a même osé broder sur son mensonge. Maman t'embrasse, au fait. Elle était contente que je passe, même si c'était court. Elle m'a donné de la confiture pour toi. Elle était restée dans la voiture. Quel dommage. Je la regardais parler et je voyais un monstre. Comment pouvait-elle me regarder dans les yeux et mentir avec autant d'aisance? Est-ce qu'elle avait toujours été comme ça? Est-ce que nos 6 années de mariage n'étaient qu'une longue suite de fiction? J'ai décidé de serrer un peu l'étau, juste pour voir. C'est drôle que tu parles que de ta mère, ai-je dit en piquant un morceau de viande. J'ai cru la voir en ville ce matin, près du marché. Ah, c'est possible, elle bouge beaucoup. Oui, dis-moi, tu es parti de chez elle à quelle heure exactement? Vers 17h, je crois. Pourquoi? Pour rien. L'expert demandait juste pour le calcul du temps de trajet. Avec la pluie, ça a dû être long. Oui, c'était infernal. Des bouchons partout. Je hochais la tête. Des bouchons sur la départementale du Nord? C'est rare. Elle a hésité une fraction de seconde. Une lueur de panique dans les yeux. Oui, il y avait des travaux. C'était bloqué. Je vois. J'ai bu une gorgée de vin. J'ai posé mon verre doucement. Le son du cristal contre le bois a résonné. Le moment était venu. Je ne pouvais plus supporter sa voix. Je ne pouvais plus supporter ses mensonges. Chaque mot qu'elle prononça était une insulte à mon intelligence. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai senti le calme froid m'envahir totalement. Plus de colère, juste une précision chirurgicale. « Chloé !» ai-je dit d'un ton différent, plus grave, plus bas. Elle s'est arrêtée de manger, la fourchette en l'air. « Oui, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de l'appel de l'expert ?» Son sourire s'est figé. « Quoi donc ?» Il m'a envoyé un document par mail, une carte. Je me suis penché vers la table basse. J'ai soulevé les magazines. J'ai sorti la chemise rouge. Je l'ai posée sur la table, entre nos deux assiettes. C'est drôle, ai-je continué en ouvrant lentement le dossier. Parce que sur cette carte, il n'y a pas la maison de ta mère. Elle a fixé le dossier. Son visage était devenu livide. Le piège venait de se refermer. Le silence qui a suivi ma phrase était absolu. Pas le silence paisible d'une maison endormie, mais le silence lourd, oppressant, qui précède une explosion. On entendait seulement le bourdonnement du frigo et le souffle court, saccadé, de Chloé. Elle fixait la chemise rouge comme si c'était une bombe prête à sauter. Ses doigts se crispaient sur la nappe blanche. « Je ne comprends pas », a-t-elle bégayé, essayant de forcer un rire nerveux qui sonnait faux. « Qu'est-ce que tu racontes? L'assurance s'est trompée de dossier, c'est évident. Ils font tout le temps ça. » J'ai ouvert le dossier calmement. J'ai sorti la première feuille, la carte imprimée du trajet GPS. Une ligne rouge vif traversait la ville sur fond blanc. Une cicatrice numérique. J'ai fait glisser la feuille vers elle, doucement, du bout des doigts. « Regarde, Chloé, regarde bien. » Elle n'a pas baissé les yeux. Elle me fixait moi, paniqué. « Regarde la carte, ai-je ordonné, ma voix claquant soudainement comme un fouet. Elle a sursauté et a baissé les yeux. J'ai pointé mon index sur le point de départ. Ici, c'est notre maison. Départ, 12h45. J'ai tracé la ligne rouge avec mon doigt. Tu m'as dit que tu allais chez ta mère. Ta mère habite au nord par ici. Mon doigt a glissé vers le bas, vers le sud, mais la voiture, elle, est allée au sud, tout droit vers le quartier des affaires. Tout droit vers la côte. J'ai tapoté un point précis sur la carte
où la ligne s'arrêtait et formait un gros point rouge stationnaire. Et là, Chloé, qu'est-ce que c'est que cet endroit? La voiture est restée immobile ici pendant 3 heures et 48 minutes. Elle a dégluti péniblement. Sa peau était devenue grise. Je suis allé faire du shopping. J'ai oublié de te le dire. Je voulais te faire une surprise pour Noël. Je suis passé au centre commercial avant d'aller chez maman. J'ai souri. Un sourire triste, presque compatissant face à tant de médiocrité. Du shopping? Vraiment? J'ai sorti la deuxième pièce à conviction. Le ticket de voiturier froissé que j'avais trouvé sous le siège. Je l'ai posé délicatement sur la carte, pile sur le point rouge. Le centre commercial a des voituriers du Royal Pearl maintenant? Ses yeux se sont écarquillés. Elle a reconnu le ticket. Elle a compris que j'avais fouillé l'épave. C'est un vieux ticket, s'est-elle écriée, la voix montant dans les aigus. Ça traînait dans la voiture depuis des mois. Tu fouilles à pouille mes affaires maintenant? Tu es paranoïaque. Regarde la date, Chloé. 20 novembre, hier. Entrée 13h30. Sortie 17h15. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle cherchait une issue, un mensonge de secours, n'importe quoi. Mais les murs se rapprochaient. Tu n'étais pas chez ta mère, ai-je continué, implacable. Tu étais à l'hôtel, dans une chambre à 400 € l'après-midi. Et tu n'étais pas seule. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Arrête ça tout de suite. Tu délires. J'étais seule. J'avais besoin de réfléchir, d'accord? J'ai pris une chambre pour me reposer, pour être tranquille. Je suis fatigué en ce moment. Je suis déprimé. Et toi, tu es toujours au travail. C'était sa technique habituelle. L'attaque, retourner la culpabilité, me faire passer pour le bourreau insensible. Avant, ça aurait marché. J'aurais douté. Je me serais excusé. Mais pas ce soir. Pas avec les données. Je suis resté assis, immobile. Tu avais besoin de réfléchir? Répétai-je calmement. J'ai sorti la 3e feuille, le schéma technique de l'habitacle de l'Audi. Alors explique-moi pourquoi le siège passager était reculé au maximum. Elle s'est figée. Tu mesures 1,65 m, Chloé. Tes amis mesurent toutes moins d'1,70 m. Pour que ce siège soit reculé à fond, il faut que la personne assise là mesure au moins 1,85 m, voire 1,90 m. Je me suis levé lentement. J'ai contourné la table pour m'approcher d'elle. Elle reculait vers le plan de travail de la cuisine, acculée. Qui était assis là, Chloé? Qui était avec toi dans cet hôtel? Personne, tu es fou. J'ai vérifié tes appels, le coup de grâce. J'ai vu qui tu as appelé juste avant d'arriver à l'hôtel et qui tu as appelé juste après le crash. Avant même d'appeler la police, avant même d'appeler ton mari. J'ai sorti la dernière photo du dossier. Une impression couleur, format A4. Ce n'était pas une photo compromettante de deux, c'était pire. C'était une photo de nous 3, prise l'été dernier lors d'un barbecue. Moi souriant, un bras autour de ses épaules. Et Julien de l'autre côté, son bras posé un peu trop bas sur sa taille à elle. Un détail que je n'avais jamais remarqué avant aujourd'hui. J'ai plaqué la photo sur le frigo avec un aimant. C'était Julien, n'est-ce pas? Elle a éclaté en sanglots. Pas les pleurs de victime de tout à l'heure, des pleurs de défaite. Laids, bruyants, morveux. Elle s'est laissée glisser le long des placards de la cuisine jusqu'au sol, la tête dans les mains. Je suis désolé. Je l'ai regardé d'en haut, je ne ressentais aucune pitié. Juste un immense vide. « Julien !» ai-je répété, ma voix brisée par une douleur que je ne pouvais plus cacher. « Mon associé, mon meilleur ami, tu as couché avec mon frère ?» Elle a hoché la tête frénétiquement, incapable de parler. « Depuis combien de temps ?»« 6 mois, a-t-elle soufflé. 6 mois, la moitié de l'année. Chaque dîner, chaque sourire, chaque réunion de travail, tout était faux. Et l'accident ?» ai-je demandé. « Dis-moi la vérité sur l'accident. Maintenant !» Elle a relevé la tête, le visage ravagé par les larmes et le mascara qui coulait. On s'est disputé à l'hôtel. Il voulait rompre. Il disait qu'il ne pouvait plus te mentir. Que ça devenait trop dangereux pour le business. Je suis partie furieuse. J'étais en retard. Je savais que tu rentrerais tôt. J'ai roulé trop vite. J'étais hors de moi. Elle a reniflé, essayant de reprendre son souffle. J'ai perdu le contrôle dans le virage. J'ai tapé le poteau. Quand j'ai vu la voiture, j'ai paniqué. Je savais que si tu voyais l'heure et l'endroit, tu saurais. Tu comprendrais que je n'étais pas chez maman. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants, comme si ce qu'elle allait dire pouvait justifier l'horreur.
Alors j'ai inventé l'histoire du chien. J'ai pensé que si la voiture était détruite, ce n'était que du matériel. L'assurance paierait, tu en aurais une neuve et mon secret serait gardé. J'ai fait ça pour nous, pour ne pas te perdre. J'ai reculé d'un pas, comme si elle venait de me cracher dessus. Pour nous, tu as détruit ma voiture, tu as failli te tuer pour cacher le fait que tu me trompais avec mon meilleur ami. Et tu appelles ça pour nous. C'est juste une voiture, a-t-elle crié, soudain défensive. C'est juste de la tôle. Tu aimes coder cette voiture plus que moi. C'est ça ton problème. Tu es obsédé par tes objets, par ton argent. Moi, j'avais besoin d'amour. Elle essayait de retourner la situation. De faire de moi le méchant matérialiste. C'était pathétique, mais c'était aussi l'ouverture que j'attendais pour l'acte final. J'ai ramassé le dossier rouge sur la table. Tu as raison, Chloé. C'est juste de la tôle. C'est juste de l'argent. Je me suis dirigé vers la porte du salon. Mais tu as oublié une chose importante à propos de l'argent et des contrats. Elle s'est relevée, chancelante. De quoi tu parles? Où tu vas? Je me suis retourné sur le seuil. L'assurance ne paiera pas, Chloé. Quoi? La fausse déclaration. Le mensonge sur le lieu et l'heure, ça annule tout. C'est écrit en tout petit dans le contrat que tu n'as jamais lu. Toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat. Son visage s'est décomposé d'une nouvelle manière. La peur financière. La vraie peur. Mais la voiture coûte 120 000 €. On a encore le crédit. Non, ai-je corrigé froidement. Tu as le crédit. Elle ne comprenait pas encore. Elle pensait que nous étions une équipe. Je vais dormir à l'hôtel ce soir. Pas au Royal Pearl, rassure-toi. Un endroit propre. Tu me laisses? Tu ne peux pas me laisser seul avec ça. Oh, je ne te laisse pas seul, ai-je dit en ouvrant la porte. Je te laisse avec la réalité. Tu voulais sauver ta réputation en sacrifiant ma voiture. Eh bien, tu as perdu la voiture. Tu as perdu ta réputation. Et maintenant, tu vas payer la facture. Je suis sorti et j'ai claqué la porte. Dans le couloir, j'ai entendu son cri. Un cri long, perçant, de pure terreur. Mais je n'ai pas fait demi-tour. J'ai marché vers l'ascenseur. J'avais mal. J'avais le cœur en miettes. Mais mon esprit, lui, était clair comme du cristal. Il restait une dernière chose à régler. Le partenaire, Julien. Et la note finale. La nuit à l'hôtel fut courte, je n'ai pas dormi. J'ai passé les heures sombres à regarder le plafond, à reconstruire ma vie mentale brique par brique. Quand le soleil s'est levé, je n'étais pas fatigué. J'étais purifié. La douleur était toujours là, comme un bruit de fond, mais elle ne dirigeait plus mes actions. C'était le moment de régler les comptes. Il me restait un dernier dossier à traiter avant de tourner la page. Julien. Je suis arrivé au bureau à 7 heures. Les locaux étaient vides. J'aimais ce silence. C'était mon empire, celui que j'avais bâti à la sueur de mon front, et je n'allais pas laisser un parasite le ronger de l'intérieur. J'ai rédigé quelques documents. J'ai changé les mots de passe des comptes bancaires de l'entreprise. J'ai révoqué ses accès serveurs. À 9 heures, Julien est arrivé. Il était frais, souriant, une tasse de café à la main. Il portait ce costume bleu marine qu'il mettait pour les rendez-vous clients. Il avait la laitière d'un homme qui a tout pour lui. Il ne savait pas encore qu'il avait tout perdu. « Salut !» a-t-il lancé, en passant la tête par l'encadrement de ma porte. « T'es là tôt? Chloé va bien ?» J'ai cru comprendre qu'elle était secouée par l'accident. L'audace de cet homme, me demander des nouvelles de ma femme après l'avoir baisée dans un hôtel la veille. Je ne l'ai pas regardé. J'ai continué à taper sur mon clavier. « Ferme la porte, dit Julien, et assieds-toi qui t'ouais. » Il a senti le changement de température. Son sourire a vacillé. Il est entré, a fermé la porte et s'est assis en face de moi. « Un problème ? T'as l'air tendu. » J'ai arrêté de taper. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai planté mon regard dans le sien. Je sais tout. Le silence a duré 5 secondes. 5 secondes d'éternité où j'ai vu son visage passer de l'incompréhension à la terreur pure. Il a essayé de jouer l'idiot. « De quoi tu parles ? Le Royal Pearl, chambre 304, hier après-midi. » Le siège passager reculait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai posé l'enregistrement de la conversation avec Chloé, que je n'avais pas fait, mais le bluff fonctionne toujours avec les coupables. Sur le bureau. Chloé a tout avoué, Julien. Absolument tout. Il s'est affaissé dans son fauteuil comme une baudruche percée. Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. « Écoute, c'est arrivé comme ça. On ne voulait pas te faire de mal. » J'ai levé la main pour le faire taire. « Je ne veux pas de tes excuses. Tes excuses ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de ma société. » J'ai poussé une pile de documents vers lui.
C'est une cession de parts, tu me vends tes 40% de l'entreprise pour la valeur nominale. En gros, pour rien. Et tu démissionnes, aujourd'hui, il a sursauté. Quoi, tu es des malades? Je ne signerai jamais ça, j'ai des droits. Tu as des droits, c'est vrai, ai-je répondu calmement. Mais tu as aussi une femme, non? Sophie, elle est enceinte de votre deuxième, c'est ça? Il est devenu blanc comme un linge. Ne mêle pas Sophie à ça. C'est toi qui as mêlé ma femme à ta vie, Julien. Alors voici le marché, tu signes ces papiers, tu prends tes affaires et tu disparais. Je ne dis rien à Sophie, je te laisse gérer tes mensonges chez toi. Je me suis penché en avant. Mais si tu refuses, si tu essaies de négocier, j'envoie le dossier, GPS, les photos et les relevés téléphoniques à ta femme avant midi. Et je te traîne en justice pour faute grave et détournement de clientèle. Car je sais que tu as utilisé la carte de la boîte pour payer cet hôtel. Il a regardé les papiers, il a regardé son téléphone, il a pensé à sa vie confortable qui tenait à un fil, il a pris le stylo, il a signé. Sa main tremblait tellement que la signature était illisible, mais elle était valide. « Dégage !» ai-je dit simplement. Il est sorti sans un mot. Je n'ai plus jamais revu mon meilleur ami. 3 semaines plus tard, la lettre officielle de l'assurance est arrivée. Je l'ai ouverte dans ma cuisine, seule. L'appartement était calme. Chloé était partie chez sa mère le soir de la confrontation. La lettre était claire. Suite aux incohérences constatées entre vos déclarations et les données télématiques du véhicule, fausse déclaration intentionnelle, déchéance de garantie, nous ne procéderons à aucune indemnisation. 120 000 € de pertes sèches. La banque réclamait le remboursement intégral du prêt sous 30 jours. Clause de défaillance oblige. J'ai pris la lettre et je suis allé au rendez-vous avec les avocats pour le divorce. Chloé était là. Elle avait maigri. Elle avait l'air cerné, vieillie de 10 ans. Quand elle m'a vu, elle a essayé de sourire. Un sourire triste et suppliant. Son avocat a commencé à parler de partage des biens, de pension compensatoire. Je les ai laissés parler 5 minutes, puis j'ai posé la lettre de l'assurance sur la table. Il n'y aura pas de partage équitable, ai-je dit. Monsieur Valmont, a commencé son avocat, la loi stipule que celui qui cause un dommage par sa faute doit le réparer. J'ai regardé Chloé. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Ce n'est que de la tôle. Tu pensais que l'assurance paierait pour tes péchés, mais ils ne paieront pas. Ils savent que tu as menti. Elle a lu la lettre. Ses mains se sont mises à trembler. Mais je ne peux pas payer ça. Je n'ai pas cet argent. Alors tu vas prendre la dette, ai-je tranché. J'ai regardé son avocat. Je suis prêt à lui laisser l'appartement. Il y a encore un crédit dessus, mais il y a de l'équité. En échange, elle prend la totalité de la dette de la voiture à son nom personnel et elle renonce à toute pension. Sinon, je porte plainte au pénal pour destruction de biens et tentative d'escroquerie à l'assurance. Et croyez-moi, avec les preuves que j'ai, elle finira avec un casier judiciaire. Chloé pleurait doucement. Elle savait qu'elle était coincée. Elle avait joué, elle avait perdu. Elle a accepté l'accord, elle a gardé l'appartement, mais elle a dû le vendre 6 mois plus tard pour payer la banque et ses dettes. Elle est destinée de retourner vivre chez sa mère, pour de vrai cette fois. 6 mois ont passé. Je suis assis au volant de ma nouvelle voiture. Ce n'est pas une Audi, c'est une voiture plus simple, plus discrète. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur avec du métal brillant. Le business tourne mieux que jamais depuis que Julien est parti. J'ai embauché une nouvelle équipe, des gens loyaux. Parfois, je repense à ce mardi pluvieux. Je repense à la panique dans la voix de Chloé. Elle a voulu se construire un alibi en détruisant ma voiture. Elle pensait effacer ses traces en broyant de la tôle. Elle a oublié une leçon fondamentale. On ne bâtit jamais son bonheur sur les ruines de la confiance de quelqu'un d'autre. J'ai perdu une femme que je croyais aimer. J'ai perdu un ami que je croyais frère. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais en échange, j'ai gagné la vérité. Et la vérité, même froide, même brutale, vaut plus cher que toutes les voitures de luxe du monde. J'enclenche la première. Le moteur ronronne doucement. La route devant moi est dégagée. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Il n'y a plus rien à voir derrière.